Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale de l'Hebdo Politique consacrée aux attentats de Trèbes et de Carcassonne. Vendredi 23 mars, le terrorisme qui s'était mis en veilleuse frappe à nouveau la France. Radouane Lagdim, un naturalisé français d'origine marocaine, tue froidement un automobiliste près de Carcassonne dans l'Aude, puis pénètre dans un supermarché à Trèbes. Il y abat 2 personnes et garde en otage une femme. Moins d'1 heure après, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame prend la place de l'otage. Quelques minutes plus tard, Radouane Lagdim tire sur lui à 2 reprises puis l'égorge. Le terroriste est ensuite abattu pendant l'assaut. On apprendra plus tard qu'il était connu des services de police et fiché S. Pour revenir sur cet attentat, à mes côtés, Xavier Hofer, criminologue qu'on connaît bien sur TV Liberté. Merci beaucoup Xavier Hofer d'être avec nous. Merci à vous de l'invitation. Alors tout d'abord, pour commencer, revenons sur ce terroriste. Encore une fois, j'allais dire encore et toujours, un hybride. Ben oui, c'était vers 2012, au moment où il y a eu Mohamed Merah, les criminologues qui font bien leur travail, à commencer par votre serviteur, se sont interrogés sur le fait de savoir si ce Mohamed Merah était un blip sur le radar, sur l'écran, ou si c'était quelque chose de durable. Or, nous avons fait des recherches, nous avons regardé ce type humain, nous avons regardé ce qui rôdait dans les cités. Bref, on a fait un travail de recherche, à la suite du quoi nous avons établi de manière certaine que la figure de Mohamed Merah était la figure sous laquelle le terrorisme nouveau était en train d'émerger en Europe. Que, auparavant, lors des attentats du groupe islamique armé, il y avait eu Ahmed Kelkal dans la région lyonnaise, mais c'était une hirondelle, mais cette hirondelle-là n'avait pas fait le printemps. Vous voyez, il n'y avait pas eu de séquelles. C'était, tiens, bizarre, un voyou des cités qui se mêle d'affaires, etc. Alors, à l'époque, dans les années 90-95, vous savez, au moment où il y avait eu les attentats du GIA, j'avais eu l'occasion de rencontrer le seul grand dissident défecteur du groupe islamique armé. D'ordinaire, ils s'exterminaient les uns les autres, donc il n'y avait pas de survivants, mais là, cet homme, qui s'appelait Sidalit, son prénom, il est peut-être encore vivant, donc je ne donnerai pas son nom de famille. J'avais passé des journées entières avec lui. Lui avait été un Afghan. Il avait passé des années en Afghanistan. Il avait été revenu. Il avait les yeux tatoués, vous savez, très effrayant. Un guerrier, un vrai. Après ça, quand le Front islamique du salut algérien était légal, il avait été le chef du service d'ordre du Front islamique du salut pour la région d'Alger. Vous vous souvenez peut-être à l'époque d'avoir vu les vidéos où il y avait ces centaines de milliers d'hommes en blanc avec le doigt dirigé vers le ciel. Ben, c'est lui qui organisait tout ça. Et à la fin, quand il y a eu la dissolution, que le fils était en passe de gagner les élections, que le régime algérien, merci Seigneur, a dissous tout ça et les a envoyés en tôle. Certains sont passés entre les mailles du filet, et le Sidali en question a rejoint les plus durs qui, après ça, ont formé le groupe islamique armé. Alors, il m'avait parlé du Kelkal. Il m'avait parlé des individus qu'ils avaient recrutés en France, mais il n'avait que mépris pour eux. Il disait, ce ne sont pas des bons musulmans. Ce sont des gens, il m'a dit, une fois horrifiés, qu'il en avait surpris d'eux qui s'étaient cachés dans les toilettes pour fumer pendant le ramadan. Alors ça ne se fait pas du tout, quoi. Donc c'était des gens en qui il n'avait aucune espèce de confiance, et il avait dit, Kelkal, il est fou, essayer de faire un maquis dans la région lyonnaise, mais c'est une histoire qui n'a pas de sens. Et donc ils avaient laissé tomber ce genre de recrutement-là, le recrutement d'éléments permanents et durables destinés à faire un peu l'équivalent islamiste de la Fédération de France du FLN, c'est-à-dire des gens clandestins faisant des attentats, mais durables qu'on garde. Alors depuis, ils s'étaient rabattus, les islamistes, ceux-là ou d'autres, parce que le GIA était pour l'essentiel exterminé. Et là aussi, c'est une bonne chose. C'était des fous. Donc, par la suite, d'autres sont apparus. Alors, Bin Laden, Al-Qaïda, l'État islamique, tout ce que vous voulez. Mais, en gros, l'expérience de ces tentatives de recrutement leur est restée. Et maintenant,
l'expression n'est pas très jolie, mais ce qu'ils recrutent, c'est plutôt des Kleenex, quoi. On s'en sert une fois et puis on les jette. Donc des gens... À plus forte raison quand on les envoie en kamikaze en plus. Ben, évidemment, évidemment. Alors c'est le double avantage. D'abord, ils peuvent pas, après ça, trahir, revenir sur leurs paroles, être dans cette espèce de confusion mentale qui les amène, avant d'accomplir leur acte, à être un soir à la mosquée et l'autre soir en boîte de nuit, quoi, comme les Abdeslam ou comme Mohamed Merah, justement. Mais on s'en sert une fois, après ça, ils sacrifient leur vie, et donc ce sont de très beaux sujets pour la propagande de ceux qui les ont incités à passer à l'acte. Alors c'est ça, la nouvelle génération qui apparaît effectivement à partir de 2012, du printemps 2012, à partir de Mohamed Merah, et depuis lors, on n'a plus que ça. Des voyous réislamisés constamment. Alors pour autant, même s'ils sont très difficiles à identifier, puisque vous l'expliquez, finalement, c'est pas des convictions très profondes, c'est une radicalisation éclair et qui ne repose pas forcément sur de la théologie, bien au contraire, puisque parfois ils la comprennent même pas. Comment les services de renseignement peuvent-ils d'abord percevoir les profils et puis surtout les suivre efficacement? Parce que là, on a encore vu que pour le cas de Carcassonne, le Radouane Lagdim était suivi, était fiché S, et pour autant il est passé entre les mailles du filet, il a pu commettre ses attentats. Alors, on va essayer de rendre les choses simples, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Pendant tout le quinquennat Hollande, le renseignement intérieur était aux mains d'une équipe qui refusait, mais énergiquement, d'admettre qu'il y ait des hybrides. Pour eux, c'était des sottises. Ils chassaient les grands seigneurs du salafisme, ils chassaient des Bin Laden, des Zawahiri, des gens comme ça, et ils disaient avec infiniment de mépris, nous on fait pas les racailles. Ils étaient dans une posture qui était un peu celle du temps de la guerre froide, du précédent service de renseignement intérieur, de la DST. Nous, on est noble, on fait le KGB, on fait pas les voleurs de poules. Donc c'est une attitude du style, on tape les aristocrates dans notre domaine, mais on se procure pas de la bataille. Alors cette attitude-là était non seulement stupide, mais elle était criminelle dans la mesure où elle a permis l'accomplissement à la suite de Mohamed Merah. Bon, Mohamed Merah, c'est la première fois. Comment voulez-vous vous protéger contre quelque chose dont vous ne savez pas qu'il existe? Mais à partir du moment où c'est révélé, il faut faire attention, il faut chercher les signes avant-coureurs. Chose qui n'a pas été faite par la précédente équipe de la DGSI. Ils auraient dû être virés 10 fois. Mais à part sans doute certaines de ses petites copines, le président Hollande ne virait jamais personne. Alors ils ont pu prospérer, ils ont même été décorés, etc., jusqu'au moment où Hollande retourne à ses chères études et où arrive le président Macron. Alors à partir de ce moment-là, changement de tête. L'homme qui devient le patron du renseignement intérieur a été le préfet de police de Marseille. Donc, des racailles qui s'entretuent à coups de Kalachnikov, mais il connaît ça par cœur. Il a passé des nuits avec les marchands dans les cartouches de Kalash à ramasser ou à regarder des cadavres dans les rues de Marseille, donc il sait ce que c'est. C'est un homme qui est conscient du problème, et voilà. Donc, on pense que, alors désormais... On s'attend à une amélioration et à... Mais il y a une amélioration. Il y a une amélioration, mais toute amélioration en la matière est temporaire. Parce que, naturellement, l'ennemi s'adapte. Il est évident qu'à partir du moment où vous avez un permis de chasse et où la chasse est ouverte de 8h du matin à 8h du soir, au bout d'un moment, les oiseaux et les lapins et les petits chevreuils, ils sortent la nuit, ils sortent plus le jour. Ils ont compris, ils sont pas idiots. Tout le système des mammifères, les êtres humains sont des mammifères, n'est-ce pas, comme les autres. Et adaptation, Darwin, survival of the fittest, seuls les plus adaptés, les mieux adaptés survivent. L'oiseau qui est suffisamment niais pour aller se promener devant les fusils des chasseurs à 9h moins le quart le matin, il dure pas longtemps, et donc survivent ceux qui s'adaptent. Alors, vous créez un nouveau système, vous créez une coordination, et vous créez la coordination de façon à ce que les systèmes antiterroristes qui sont très divers, il y en a dans le domaine financier, il y en a dans le domaine policier, il y en a dans le domaine du renseignement intérieur, du renseignement extérieur, que tout ça coordonne. Si vous voulez, on va utiliser une image sportive. L'antiterrorisme, c'est un petit peu comme le rugby. Il ne faut pas laisser tomber la balle, quoi. Il faut la passer vite et ne pas la laisser tomber entre-temps. Ça marche mieux. Ça marche mieux quelques mois. Mais après ça,
on en arrive à la seconde difficulté. La seconde difficulté, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience du fait qu'il fallait plutôt s'attaquer aux hybrides qu'au reste de la population, il y a un problème, c'est que les fameux hybrides en question, ils sont quand même en France quelques milliers. On va faire l'entonnoir, si vous voulez. D'abord, il y a tous ceux dont on dit qu'ils sont radicalisés. Ils pensent que Abou Bakr al-Baghdadi c'est la solution et que la planète serait vachement plus sympathique si l'État islamique était en charge de tout ça. Et donc ça représente, allez, 15-20 000 personnes en France, on ne sait pas trop, parce qu'en plus ça change. Ce que les gens ont dans la tête, c'est variable. Ensuite de ça, il y a ceux qui pensent que pour imposer la domination sur rassembler tous les musulmans en un seul califat, etc. Bon, qu'il faut combattre pour ça. C'est quelques milliers. Il y en a beaucoup qui sont, comment dire, platoniques, quoi. Ils pensent que ça serait bien s'il y avait Baghdadi, mais ils font rien pour. Ils se contentent de dire, ah, ça serait sympa, et puis voilà. Puis alors, il y a ceux qui pensent qu'il faut se battre, et puis il y en a des qui pensent qu'il faut combattre ici, sur la terre des infidèles, et après ça, parmi ceux qui pensent ça, on en est à quelques centaines, il y a ceux qui peuvent passer à l'acte le lendemain matin, ceux qu'on appelle les bombes humaines. Alors, la difficulté à l'heure actuelle, c'est que c'est bien d'avoir une coordination. Il faut qu'elle arrive à imposer à toutes ces satellites, à toute la troupe, les critères permettant de distinguer les quelques dizaines pour la France, peut-être 20, 30, 40, pas plus, de bombes humaines au milieu de plusieurs centaines de radicalisés militants. Voilà, le sujet, il est là. C'est tout simple. C'est comme de dire, le sida, eh ben, il faut un vaccin. Oui, mais créer le vaccin contre le sida, c'est-à-dire contre un virus mutant, c'est pas si simple que ça. Donc le problème de l'antiterrorisme, on le connaît. C'est simple, il suffit de distinguer les bombes humaines, puis les mettre en état de nuire au milieu des radicalisés, plus ou moins actifs, si vous voulez, et puis on a gagné. Mais c'est ça qui est difficile, et c'est ça qui à l'heure actuelle pêche. Et c'est du fait de cette difficulté à identifier parmi les radicalisés une bombe humaine que M. Anwar al-Agdim a pu passer à l'acte. Alors justement, comme à chaque attentat, je devrais dire, on a de nouveau le débat autour des fichiers S qui ressurgit, puisque l'Agdim était fichier S. Alors les politiques, surtout la droite, ont évidemment redoublé de propositions. Je vous propose qu'on les écoute et puis ensuite vous allez nous dire ce que vous en pensez. Pour les fichiers S, 3 catégories. Oui. Les étrangers expulsés. Expulsés, ça j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que vous faites des Français ? Les autres, bracelet électronique, d'accord, surveillance des liaisons Internet rétention, ou rétention administrative provisoire, principe de précaution. Je réclame depuis des années à ce que les fichiers S étrangers soient immédiatement expulsés de notre territoire. Je souhaite qu'au cas où ils soient binationaux, ils soient immédiatement déchus de la nationalité française et expulsés du territoire, et qu'enfin, s'ils n'ont que la nationalité française, ce qui peut arriver, eh bien, ils fassent l'objet des foudres de l'article 411.4 du Code pénal sur l'intelligence avec l'ennemi. Nous pensons que le temps est venu de prendre de nouvelles décisions. L'enfermement ou le bracelet géolocalisable pour les individus français radicalisés et fichés. L'expulsion du territoire national pour les individus étrangers radicalisés et fichés. Alors déjà, Xavier Hofer, pour qu'on comprenne bien, une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que c'est une fiche S ? C'est le fait que, au passage des frontières, vous créez une fiche disant, quand cet individu-là va passer la frontière, je veux le savoir, c'est un signalement administratif du passage d'une frontière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut passer une frontière pour que ça soit déclenché ? C'est-à-dire que la fiche est créée pour ça. C'est pour savoir quand ils rentrent et qu'ils sortent du territoire. Et donc, dans les fichiers S, vous pouvez avoir des pédophiles, vous pouvez avoir des islamistes, vous pouvez avoir des escrocs, vous pouvez avoir un militant de la droite un peu active qui a donné un coup de poing dans la figure d'un de ses contemporains à la porte du lycée, tout ça, quoi. Alors, naturellement, c'est absurde. Il faut considérer un autre fichier, qui est le fichier des individus qui sont repérés à la fois pour être islamistes, radicalisés et susceptibles de passer à l'acte. C'est que des initiales FNTPR ou FNPTR, etc. Ce qui correspond à ces bombes humaines dont vous nous parliez tout à l'heure. En plus large, parce que il y a ceux
dont on soupçonne qu'ils pourraient, mais on n'est pas sûr. Donc là aussi, ça fait quelques milliers d'individus au cœur du dispositif. Et alors, voilà ce que c'est. Ce fichier a été créé après Charlie Hebdo et compagnie, parce que justement, le fichier S ne correspondait pas aux besoins, était absurde. Hein. Voilà. Donc, comment ça se passe ? Vous créez un fichier comme ça. Là-dedans, dans le fichier en question, il y a un certain nombre d'individus. Il y a des gens qui sont nés musulmans et qui ont adopté la vision la plus extrême de la religion musulmane. Il y a des gens qui sont nés bouddhistes ou mormons ou quoi que ce soit, ou catholiques, qui se sont convertis à l'islam et qui donc ont la foi des convertis et qui veulent se montrer plus forts et plus purs que les autres. Vous avez là-dedans des individus qui sont bêtement l'employé du gaz du coin, et puis vous avez des gens qui ont un passé criminel, vous avez un peu tout le monde. Et puis, évidemment, vous avez des Français, musulmans ou convertis, et vous avez des étrangers. Alors, évidemment, toute la droite demande ça, et ça tombe sous le sens. Ceux qui sont, je sais pas, maliens ou marocains ou quoi, il faudrait les virer d'urgence. Pourquoi on les nourrit ici ? Pourquoi ils encombrent les prisons ? Tout le monde pleure en disant que les prisons sont remplies. Il y en a qui sont libres et ils n'ont rien à faire sur le territoire, d'autant plus que plus souvent qu'à leur tour, ils touchent des prestations sociales. Et puis deuxièmement, ceux qui sont en prison, ils encombrent nos pauvres prisons qui déjà sont trop pleines. Dehors, ça tombe sous le sens. Alors ça... c'est la première chose. Donc ça, c'est pragmatique, on allait dire. Oui. Deuxièmement, attention à une chose. J'ai entendu dire qu'il fallait créer une catégorie spéciale qui serait sous une surveillance spéciale et qui sont les salafistes. C'est absurde. Ceux qui disent ça ne savent pas ce que c'est que l'islam salafiste. Sur 10 salafistes, il y en a 7 qui sont absolument paisibles et doux comme des agneaux. Ils font à leurs filles et à leurs épouses, leur réserve un traitement qui est odieux, ils les transforment en paquets de chiffons, etc. Et naturellement, en tant que citoyen, c'est un petit peu difficile à supporter. En tant que criminologue, je n'ai rien à leur reprocher. Donc, il y a par exemple au Koweït, au Parlement du Koweït, il y a un groupe parlementaire salafiste, où ils ont des députés réélus depuis des lustres, ils n'ont jamais piqué une épingle ou donné une claque à quelqu'un depuis 30 ou 40 ans. Salafiste signifie pas terroriste. Donc attention à ces catégories un peu absurdes, parce que naturellement, si vous avez 3 qui sont dangereux sur 10, vous perdez de la substance, du temps, de l'argent, de la compétence et des hommes à surveiller des types qui certes se conduisent pas d'une manière sympa avec leur épouse ou leur petite dernière, mais qui font rien de mal. Voilà. Donc ça, c'est les 2 premiers points. Alors les étrangers, évidemment, dehors, et vous dire à quel point l'attitude, les précautions, les pudeurs de la France en la matière, elles ne sont absolument pas comprises au Maghreb. Et j'ai fait un article donc sur la mort du colonel Beltrame et la politique de la ville qui en réalité a constitué le piège dans lequel il s'est jeté tête baissée, et c'est ça qui a provoqué sa mort. Et l'article en question, tous mes articles sont envoyés à tous mes anciens étudiants. Là, j'ai reçu d'un de mes étudiants marocains, musulman lui-même, en disant « mais comme vous avez raison, mais quelle honte, mais votre gouvernement est laxiste. Si le gaillard en question était tombé entre les mains de la gendarmerie marocaine, elle lui aurait réglé son compte sur le champ. » Par régler son compte, c'est pas lui donner des carambars, vous avez bien compris. Et deuxièmement, et comme les Marocains ne supportent pas les attaques venant de l'étranger, si un binational comme lui s'était livré à une attaque comme ça sur le sol marocain, je n'ose même pas songer au sort que la population marocaine lui aurait réservé. Il était en train de me dire, en termes polis, que l'autre aurait été lynché et tripé sur place. Voilà. Tout le monde pense qu'on se conduit avec une lâcheté extraordinaire. Que font ces gens-là chez nous ? En fin de compte, la vraie difficulté, et puis on peut en parler maintenant si vous voulez, c'est non seulement
de repérer les individus avant le passage à l'acte, de repérer les symptômes qui font qu'un radicalisé tout bête, si j'ose dire, va se transformer en une bombe humaine, mais également à quel endroit il le fait. Parce que les endroits les plus dangereux, c'est naturellement les zones hors contrôle, les endroits où la police ne met plus les pieds qu'anecdotiquement depuis parfois 30 ans. Ces quartiers dont on nous dit depuis Mitterrand, depuis 37 ans, qu'il faut y rétablir la légalité républicaine, et des quartiers dans lesquels M. Lagdim a pu acheter un flingue, se procurer un couteau, et puis prendre des gens en otage, des explosifs, parce qu'il y en avait même s'ils n'ont pas explosé, et voilà exactement ce que c'est que ces territoires hors contrôle. Là, ce qui change un peu, c'est qu'on n'est plus dans les grandes périphéries urbaines de l'Île-de-France, de Marseille, de Lyon. On est quand même un peu éloigné, dans la France périphérique. Mais non, on est dans un quartier de la politique de la ville. Le quartier en question, le quartier Ozanam, j'ai bien vérifié. Où les journalistes ont été très bien accueillis, d'ailleurs, oui, il faut exactement. le signaler. Casse-toi, on va te casser la tête ou on va te casser les jambes immédiatement. Alors, ça vient de France Info, un côté bienséance, France Info, vivre ensemble, pas d'amalgame, tout ce que vous voulez. Là, les journalistes de France Info ont eu très peur. Ils ont dit toutes les issues étaient fermées. La ville, clairement, la cité en question, Ozanam, elle s'appelle La Conte, L-A plus loin CONTE-Ozanam. Quartier de la politique de la ville, j'ai vérifié les décrets, etc. La dernière fois où elle a été qualifiée pour la politique, quartier prioritaire de la politique de la ville, c'est en 2014, et depuis elle l'est bien toujours. Eh bien, c'est toujours dans ces quartiers-là que ça se produit. Souvenez-vous de Coulibaly de l'Hypercacher, il provenait de la Grande Borne, à Viry-Châtillon, à Grigny, etc., qui est un coupe-gorge absolument épouvantable. C'est là que les policiers, je crois... Les policiers ont été cramés à coups de cocktail Molotov. C'est toujours de ces quartiers-là que ça vient. Des quartiers dans lesquels on nous dit qu'on va rétablir l'ordre républicain, bref, je vous la joue brève, Élise. Les gens qui sont en charge de l'antiterrorisme me disent, tant que le problème de ces quartiers-là, qui sont le vivier du terrorisme en France, n'est pas résolu, on n'arrivera à rien. Donc c'est clair, à un moment donné, si le président Macron veut imprimer sa marque à cette affaire en question, il devra cesser de penser que simplement en coordonnant des services, il faut également cibler les territoires d'où ça provient toujours. D'où ça provient toujours. Les Kouachi étaient dans une cité du 19e arrondissement, quartier de la politique de la ville. Après ça, ils sont partis à Reims, quartier de la politique de la ville. Toujours les quartiers de la politique de la ville. Alors, que font-ils les services qui s'occupent de la politique de la ville pour le quartier Ozanam, d'où le fauve Lagdim a pu bondir et assassiner le malheureux colonel. Vous verriez le document, le plan de la politique de la ville, mais au secours, quoi. Vivre ensemble, lutte contre le racisme, les jeunes les plus fragiles, la politique de l'excuse, etc. Tout ça, ces gens-là sont dans le délire le plus absolu. Mais le problème, Xavier Hofer, c'est qu'on a le sentiment qu'à partir du moment où il y a encore une forme de clientélisme qui est bien ancrée dans la politique française, surtout sur le... Enfin, non, j'allais dire surtout sur l'échiquier gauche, mais c'est un mauvais exemple. Non. Je m'en excuse d'ailleurs. À Marseille, c'est pas la gauche. C'est pas la gauche, effectivement. On a l'impression qu'avec cette volonté de clientélisme permanent, on aura du mal à pouvoir rétablir les lois de la République, pour paraphraser, dans ces quartiers. Ah ben non, c'est enfantin. C'est enfantin. Nous avons eu 2 exemples récemment de ce qui se passe au nom de la politique de la ville. Marseille, Mme Sylvie Andrieux, condamnée, recondamnée, appel, cassation, et maintenant, fini. Elle a débarrassé le plancher. Mme Andrieux dépensait des centaines de milliers d'euros à payer des gangsters des quartiers nord de Marseille pour que les quartiers nord de Marseille votent bien. Naples, c'est des enfants de cœur à côté. Donc les quartiers de la politique de la ville à Marseille, c'est une députée socialiste, mais comme à Marseille, socialiste folklorique, voilà, mais la fille d'un des grands barons. Voilà, on faisait élire les voyous qui servaient à pousser les électeurs dans la bonne direction. Et puis deuxièmement, ça c'est la politique de la ville façon gangster vue par le haut, maintenant vue par le bas. Vous vous souvenez du gentil Théo ? Eh bien, à l'occasion des malheurs qui lui sont arrivés, sur laquelle la justice ne s'est pas encore prononcée, donc on se gardera bien, mais il a des frères, ce garçon-là. Eh bien, les frères,
Ils avaient créé toute une série d'associations ou d'entreprises et ils pompaient l'argent de la politique de la ville par centaines de milliers d'euros. Une seule association qui s'appelait Olney Events. Pour faire jeune, il faut que ça soit en anglais, bien sûr. Et donc, on va... Langue qui maîtrise très bien d'ailleurs dans les cités, c'est connu. Exactement, comme toutes les autres. Hein. Donc, cet Olney Events, c'était pour sortir les jeunes de la violence, recyclage par le football. Mais l'employé de la politique de la ville, on lui dit ça... Il est transporté au 7e siècle. Il lui avait donné au frère du gentil Théo 758 000 euros sans aucune vérification. Et vous savez où sont passés les euros en question? Allez, essayez de deviner, Élise. Dans la poche du gentil Théo et de ses frères. Ils ont pris tout le pognon pour eux, ils ont tout claqué. Ils n'ont pas fait de football alors? Du tout, ils n'ont rien fait du tout. Mais ils se sont offerts des belles voitures, hein. C'est mieux que le football, c'est moins fatigant. Hein. Donc voilà où nous en sommes, c'est ça la politique de la ville. Alors c'est simple, pour essayer de remettre les choses dans le bon sens, il faut et il suffit ce que la Cour des comptes fait, c'est des austères magistrats, ils ont des calculettes, ils ne se laissent pas raconter de calembredaine. Ce que la Cour des comptes demande depuis 2002. Nous sommes en 2018. La Cour des comptes, qui ne fait pas dans l'emphase et qui ne fait pas dans l'hyperbole, a qualifié la politique de la ville de machine sans compteur. Là, pas tous les jours que c'est une expression violente pour la Cour des comptes, machine sans compteur. Hein. Eh ben, il suffit de faire un audit généralisé. Une fois qu'on verra qui s'est mis le pognon dans les poches et en laissant faire les gangsters sur place et en tournant la tête de l'autre côté quand il y a un Lagdim qui commence à s'agiter dans son coin, à partir du moment où il y a un audit généralisé, où on fait en sorte que l'argent soit bien utilisé, où il y a une présence policière constante dans les cités et surtout, et c'est le plus important dans les cités en question, un service de renseignement criminel. Comme ce sont des racailles hybrides, ils sont fragiles par le côté terroriste, mais ils sont aussi fragiles par le côté voyou. On ne fait rien dans ce domaine-là, on ne sait rien. On le découvre a posteriori. Bah, dites donc, il avait 15 inscriptions à son casier judiciaire. Mohamed Merah, c'était une vingtaine, dont la moitié pour braquage quand même. Hein, voilà, c'est pas des voleurs de 40 bars. Donc voilà la solution, c'est un service de renseignement criminel, et puis dès qu'il voit un phénomène d'hybridation, eh ben il transmet. Mais pour faire un service de renseignement criminel, il faut être dans les cités en question. Donc le champ de travail prioritaire, ça sert à rien qu'ils gaspillent leurs moyens dans le 16e arrondissement ou à Cricbeuf-le-Petit. Il faut être dans les quartiers de la politique de la ville. Il y en a un millier. Repérer les radicalisés là-dedans à partir de l'analyse des hybrides. C'est ça la solution. Tout le monde le sait au sommet. La présidence Macron acceptera-t-elle de s'engager dans cette voie ? La suite au prochain épisode. Voilà. Alors on va fermer ce volet politique de la ville, on va ouvrir le dernier, Xavier Hofer, avec un sujet qui occupe encore une fois beaucoup l'espace médiatique, c'est celui des revenants, ces fameux djihadistes partis en Syrie ou en Irak pour combattre aux côtés de l'État islamique et qui souhaiteraient visiblement revenir. Dedans il y a des enfants, des femmes, pas uniquement des terroristes hommes. Ce que je vous propose avant d'en parler, c'est d'écouter Christophe Castaner, qui est le délégué général, donc le patron d'En Marche, également secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Vous voyez, certains font de la politique et disent il faut leur interdire de revenir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Notamment les mères isolées avec des enfants. Elles vont revenir quand même. Et donc je crois qu'il vaut mieux les suivre, les accueillir, les emprisonner chaque fois que des actes délictuels ou criminels ont été commis pour faire en sorte qu'on puisse identifier justement le risque. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour ces gens-là, qui représentent en gros 200, 300 individus, pas plus, en tout ? Je suis encore sous le coup de l'émotion, là. Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit, M. Castaner ? Elles vont rentrer quand même. Donc, ça, où est l'autorité de l'État ? Ah bon, on leur a dit de rester là-bas. Ah bah dites donc, ils n'ont pas voulu, ils sont pas gentils quand même. On leur dit un truc et ils le font pas. C'est ça, un État avec son autorité. Alors, je le répète à chaque fois, mais c'est crucial et primordial. À la place où il est, M. Castaner devrait savoir une chose. C'est pourquoi a été créée cette forme politique qui s'appelle l'État-nation. Elle n'a pas été créée pour fixer les salaires des infirmières de nuit
ou alors le jour de l'ouverture des soldes, comme le pense trop souvent le gouvernement de la Ve République, il a été créé pour faire en sorte que, la formule est de Raymond Aron, l'État-nation soit respecté à l'extérieur, en paix à l'intérieur. C'est ça l'objet de la mission de M. Castaner et consorts. Ils sont pas là pour s'occuper, je vous dis, de fixer le jour d'ouverture des soldes, ils sont là pour faire en sorte que, quand l'État dit « Monsieur machin ne rentre pas », eh ben il ne rentre pas. Et donc le fait de démissionner tout de suite en disant « Ah ben on leur avait dit qu'ils ne rentrent pas, vous savez quoi, ils vont rentrer quand même ». Ben, en même temps, c'est peut-être aussi réaliste quand on voit les vagues migratoires qui sont totalement incontrôlables. Quand on mais voit c'est les pas vrai, mais c'est totalement faux. En tous les cas, qui ne sont pas contrôlées, ça c'est vrai. Le renseignement, mais elles sont très bien contrôlées, elles sont très bien même sous la loupe. Vous avez en France un service de renseignement qui s'appelle la Direction du renseignement militaire. La Direction du renseignement militaire sur ses satellites voit les camions se charger de migrants au fin fond du Mali. Elle les suit jusque sur les plages. À tout instant, on peut l'interdire. Vous savez qu'entre les deux, il y a le désert. Qu'est-ce qui arrive quand on est dans le désert et qu'on n'a pas d'eau et qu'on n'a pas de fioul ? Eh ben on meurt. Il suffit de bombarder les dépôts de flotte et les dépôts de pétrole et les trafics internationaux de migrants s'arrêtent tout de suite. Oui, mais non, ils sont pas assez bêtes pour aller dans des endroits où ils savent que les dépôts qui leur permettront de survivre n'existent plus. On vit dans un monde où il y a des téléphones cellulaires, des téléphones par satellite, etc. Ils sont pas coupés du monde, ils le savent. Hein, donc ça, d'abord, c'est pas vrai. On aurait voulu arrêter la vague d'1 million de personnes. On aurait pu tout de suite le faire. Et c'est délibérément que les sbires de Bruxelles là, sont restés les bras ballants à se dire « Ah mon Dieu, bah, ils arrivent, etc. » On le savait depuis le départ. La France le sait depuis le départ et je sais qu'elle a prévenu Bruxelles. Ça, c'est une certitude. L'arrivée des migrants, ça n'a pas été une surprise. Il n'y a pas « Ah bah zut, ils sont 1 million, ils frappent à la porte, qu'est-ce qu'on fait ?» On le savait depuis le début. Alors ça, d'une part, c'est faux. Et si on en revient à ces revenants potentiels de Daesh ? De deux choses l'une. D'un côté, ceux qui sont dangereux, ici et maintenant, c'est-à-dire les combattants qui, ayant perdu là-bas, rentrent en France ou en Europe et plein de haine veulent continuer à faire ce qu'ils faisaient sous une autre forme en Syrie ou en Irak, c'est très très peu de monde. Je crois que depuis le début de l'année 2018, c'est-à-dire que nous sommes là à la fin du mois de mars, il y en a 9 ou quelque chose comme ça. Hein. Et deuxièmement, les femmes, les enfants, ceux qui ont été ballottés à droite et à gauche. Alors là, c'est une question de suivi psychologique. Y a-t-il dans la psychologie, beaucoup des femmes ont été horrifiées, traumatisées parce qu'elles ont, ce dont là-bas dont elles ont été les témoins, qui étaient abominables. Des gens des forces spéciales qui étaient là-bas sur le terrain parlent de sauvagerie préhistorique. Des enfants éclatés en les jetant contre les murs, des femmes enceintes et éventrées, des gens jetés du haut des immeubles. L'État islamique, il s'est vraiment fait plaisir là-bas. Hein. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Alors, beaucoup de gens qui ont été là-bas sont traumatisés. Il y a même des hommes, des femmes et des enfants assez mûrs pour être conscients, qui auront des cauchemars, si ça se trouve, pour le restant de leur vie. C'était affreux. Alors, ceux-là, il faut les accompagner, et puis les ils vont revenir malades, quoi, finalement. Oui, traumatisés. Et durablement. C'est des images qui vont rester dans leur cerveau. On n'assiste pas à ce genre de choses impunément. Une fois, j'ai vu sur un écran qu'on m'avait montré un mail d'un des combattants de l'État islamique à sa petite copine qui était en France. Alors il lui dit qu'il l'aime, qu'il a envie de l'épouser devant Dieu, mais qu'il est obligé de rester sur place parce que sa mission n'est pas finie. Et enfin il lui dit « mais je sais que ça te ferait plaisir d'avoir un souvenir de moi ». Et là le mail monte et on voit la photo du type avec une tête décapitée dans chaque main et le sang qui est encore en train de couler, quoi. Ce sont des fous furieux. Voilà. Donc vous me demandez mon sentiment. On ne peut pas imaginer que ces gens reviennent, au-delà du fait qu'ils soient malades, traumatisés à vie, on ne peut pas imaginer qu'ils ne soient pas non plus potentiellement dangereux. Il y a les traumatisés et il y a les tueurs fous. Les tueurs fous... Les deux qui ne sont pas incompatibles, je suppose. Non, parce que c'est le problème de la poule et de l'œuf. Était-il d'abord déjà préalablement traumatisé avant de devenir victime puis bourreau? Enfin, on connaît ça en psychologie depuis bien longtemps. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je crois que les plus brutaux, les plus violents, les plus sauvages, finalement, mon petit doigt...
on ne peut pas aller très loin dans cette direction-là, mais mon petit doigt me dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont rentrer. Qu'il est possible que sur place, des dispositifs existent qui permettent de faire en sorte qu'ils restent très longtemps sur place, hein, et morts. Donc c'est pratiquement acquis. Le président Hollande a été un peu indiscret en commençant... Dans son livre avec les 2 journalistes. Et puis d'autres ont commencé, et puis dans un autre domaine où on ne révèle rien, on s'est rendu compte, enfin, qu'à l'été précédent, un soldat français d'un régiment d'élite avait été tué dans la zone, etc. Peut-être qu'il n'y était pas venu uniquement pour distribuer des carambars, quoi. Mais voilà, donc beaucoup des plus dangereux ne rentreront pas, c'est acquis. Et puis, s'ils ne tombent pas sur les nôtres, il y a des Britanniques ou des gens de Poutine là-bas qui sont sur place et qui se livrent à la noble tâche que dans le temps, quand il y avait la France-Afrique, on appelait nourrir les crocodiles. Hein, voilà, donc ils nourrissent les crocodiles. Au lieu de parler des crocodiles, après, je vous propose de regarder, on a posé la question de savoir justement aux Français, de savoir s'ils voulaient les voir revenir ou au contraire si ça les effrayait. Et ils nous ont répondu assez franchement. Je trouve que c'est très dangereux pour tout le monde a la peur et tout. Est-ce qu'on peut les réintégrer à la vie civile? Ah, ça, on peut essayer. Par quels moyens? Ah, ça, je sais pas. D'instinct, moi je dirais qu'il ne faudrait pas qu'ils rentrent, parce qu'ils sont potentiellement dangereux. L'expérience montre qu'ils sont très difficiles à réintégrer dans notre société. Pour quelqu'un qui a choisi de faire ça, non. Il faudrait essayer de les récupérer, mais c'est plus difficile à faire qu'à dire. Moi je suis d'accord pour les accueillir, tout ça, mais sauf qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des attentats partout, n'importe où pour rien. Il faudrait les rapatrier, c'est tout, il faut les ramener chez nous, voilà, c'est tout. Est-ce que ce serait, selon vous, un risque supplémentaire pour la France, vu les attentats? Je crois pas, le risque il est déjà bien installé, donc qu'on en ait un peu plus ou un peu moins, ça serait exactement la même chose. S'ils arrivent de façon totalement clandestine, tout ça, ça peut être incontrôlable, mais s'ils peuvent être cadrés, surveillés... Je suis complètement contre et contre et contre. C'est terrible que ça se passe ici en France maintenant. C'est une invasion de l'islam et l'islamisme. Moi, je suis totalement contre. Vous savez, ceux qui sont ici sont peut-être déjà pas plus dangereux que ceux qui sont là-bas. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce micro-trottoir? Il y a pas mal de bon sens quand même. Oui, c'est-à-dire que tous ceux dont il ne faudrait pas qu'ils puissent poser des problèmes chez nous, ben, on les laisse dehors, vivants ou morts. Et puis les femmes, les enfants, c'est souvent, pardonnez-moi, mais il faut dire les choses clairement, c'est des idiotes qui sont tombées amoureuses d'un truc qu'elles concevaient mal, etc. Et puis arrivées sur place, elles se rendent compte que, pour parler comme le poète, les fruits ne tiennent pas la promesse des fleurs, et donc elles se retrouvent coincées, épouvantées dans un système où on tue pour un rien, où il y a des espèces de capots, femmes qui obligent les autres à filer doux, qui interrogent, qui vous fliquent dans la tête, et qu'est-ce que tu penses de ci, et ça doit être affreux. Donc celles-là, si tant est qu'on puisse les récupérer, ben, il faut essayer, et puis les enfants naturellement. Alors j'ai une toute dernière question, Xavier Hofer, parce que je connais un peu les téléspectateurs. Si je vous la pose pas, évidemment, on va me le reprocher. Les médias ont mis très longtemps à dire que le colonel Arnaud Beltrame avait été visiblement égorgé par Radouane Lagdim. Comment expliquez-vous cela et quelle signification donner à cet acte? Alors, au moment où on parle, j'hésite encore. Il m'a clairement été dit que dans il y a tout un, si vous voulez, un passé remontant aux guerres coloniales, aux assassinats rituels, etc. Moi, dès le départ, c'est pour ça que j'avais pas réagi, on m'avait dit qu'il avait été poignardé. C'est-à-dire, poignardé, peut-être s'est-il débattu ou je sais pas trop quoi, et au moment où le tueur a décidé de l'abattre, et je ne sais toujours pas dans quel sens, s'il s'est fait tirer dessus d'abord et s'il a été poignardé après. Je n'ai
toujours pas la certitude que l'acte d'égorgement qui est rituel ait été pratiqué. Je vous dis clairement, je ne le sais pas. C'est aussi affreux dans un cas que dans un autre, mais il y a une subtilité qui, là, m'échappe. Je l'ai appris assez tardivement, on m'a dit il a été poignardé, mais poignardé, c'est-à-dire dans le cadre d'un corps à corps, etc., ou égorgé, ce que les gens entendent par égorger, c'est-à-dire comme on égorge un mouton, quelque chose comme ça, c'est-à-dire dans le cadre d'une espèce de sacrifice, comme ont été égorgés les pilotes des avions du 11 septembre, hein, où la consigne qui était donnée, les gens qui sont montés au bord des avions le 11 septembre avaient une consigne qui était donnée par un docteur de l'islam radical qui leur indiquait à chaque étape quelle démarche religieuse accomplir, qu'il fallait qu'ils entrent dans l'avion par le pied droit parce que le prophète entrait toujours dans une mosquée avec le pied droit et qu'après ça, il utilise pour les pilotes clairement le terme arabe qui n'est pas celui de tuer mais qui est celui de sacrifier. C'est le même mot que la langue arabe emploie pour le sacrifice d'Abraham, hein, donc un sacrifice, quelque chose qui se fait en direction d'un Dieu. Et donc tout est prévu et à la fin il dit voilà, auparavant la veille au soir les shahids, les martyrs, donc ceux qui montent dans les avions et qui vont se précipiter dans les tours, devront s'être rasés, devront s'être parfumés, devront avoir dans leur tête pardonné à tous ceux avec qui il faut qu'ils aillent vers ce sacrifice en état de pureté absolue. S'ils sont fâchés dans leur tête avec des gens, par exemple de leur famille, il faut leur avoir pardonné. Donc il dicte tout, ce docteur dans la foi. Et la phrase à la fin qui est terrible, et quand l'objectif sera devant vous, que vos derniers mots soient Dieu est le plus grand, Allahu Akbar, et après ça, rendez-vous au plus haut du paradis. Voilà, c'est ça, tout était dicté. On n'a pas l'impression, dans l'état actuel des choses, hein, je ne vais pas parler naturellement aux médecins légistes et tout, que c'est un acte de cette nature-là qui a été perpétré. Qu'il ait été poignardé, c'est indéniable, que ce soit une forme une manière de sacrifier un mécréant, quelque chose comme ça, ce qu'implique le terme égorgement, j'en ai pas la certitude. Mais en tout cas, le pauvre. Merci beaucoup Xavier Hofer, en tout cas, merci pour cette édition spéciale. On est arrivé à la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un pouce vert si elle vous a plu et de la commenter. On se quitte sur quelques images de l'hommage national rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Mais nos pensées vont également aux 3 autres victimes de Radouane Mlakdim, Jean Mazière, Christian Medves et Hervé Sosna. Et puis également aux blessés graves dont certains sont encore entre la vie et la mort. À la semaine prochaine.